La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Donc, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire. Donc, je suis Laurent Monnet. Je travaille au sein de la société Connect Data Syntel. Donc, Connect Data Syntel est un distributeur de solutions réseau et télécom au service des opérateurs et des intégrateurs. La société comprend 30 personnes pour un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. Donc, nous appartenons à un groupe qui se nomme OP Globe, qui est composé de 10 PME pour 110 personnes et 35 millions d'euros. Nous représentons 32 constructeurs et éditeurs qui sont nommés ici, pour lesquels nous savons apporter du conseil avant-vente, de l'assistance à la mise en service, du support et de la formation. Donc, au sein de Connect Data Syntel, Syntel est spécialisé dans le domaine de la voix sur IP, des IPBX, de l'écosystème Microsoft et des applications vocales. Alors que Connect Data est spécialisé dans le domaine du Wi-Fi, de la radio point à point, point multipoint, du LAN switching, de l'accès carrière Ethernet et de l'IoT. Enfin, nous disposons également d'offres cloud constructeurs et MSP dans les domaines de la sauvegarde, de la voix, du Wi-Fi et du portail captif. Donc, je vais maintenant donner la main à Emmanuel Hirsch et Julien Arnaud de la société RAD qui vont vous aider à comprendre le marché de l'IoT et ses applications. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Nous tâcherons d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc Emmanuel, je vous passe la main. Ok. Voilà, à vous. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, c'est correct. Tu peux lancer la présentation. Donc, bonjour à tous. Donc, Emmanuel Hirsch de RAD France. Julien Arnaud, RAD France également. Donc, merci Connect Data pour avoir organisé ce webinaire. L'objectif du webinaire, c'est de vous présenter les solutions industrielles IoT de RAD et du marché de l'IoT en général. Notre solution sur ce marché-là, donc on a une passerelle qu'on va vous présenter, et surtout des exemples de cas d'usage. Donc on va d'abord vous présenter rapidement RAD. RAD, on est fabricant de solutions télécom depuis 40 ans. On fête nos 40 ans cette année. C'est une société de fonds privés, donc il n'est pas coté en bourse. Et on va voir, là, RAD fait partie d'un groupe qui fait à peu près 1,5 milliard. Donc on est complètement indépendant, ce qui nous permet d'être réactif sur les marchés et de focaliser sur des solutions en fonction des évolutions des technologies. Donc RAD fait partie d'un groupe, donc Connect Data travaille beaucoup avec le groupe, puisque évidemment c'est notre partenaire pour les solutions RAD, mais ils sont aussi partenaires de Ceragon, de Radwin sur les solutions et de Packetlight. Donc ils ont beaucoup misé sur le groupe RAD, on les en remercie. Donc tout ce groupe fait à peu près un peu plus de 5000 employés pour 1,5 milliard Et donc là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui reste, ce qu'on a dans le groupe aujourd'hui, mais il faut savoir que nos actionnaires sont très technophiles et donc ont créé plus de 100 startups sur les 40 dernières années. Donc, évidemment, des startups qui ont été revendues ou qui ont évolué en dehors du groupe RAD.
Donc RAD, en fait, la stratégie de RAD est basée sur deux marchés. Donc on a des solutions orientées sur les deux marchés, donc le marché des opérateurs, service provider, et le marché qu'on appelle critical infrastructure chez nous, qui est le marché des marchés verticaux, dont on va parler un peu plus tard. Et avec une volonté, c'est de trouver des solutions vraiment adaptées à nos clients, que ce soit aussi bien sur le marché des opérateurs que sur les marchés verticaux, qui sont les marchés liés au transport, au gouvernement, à l'industrie. Donc, pour entrer un peu plus sur le thème du sujet, donc dans le marché IoT, on va vous présenter un peu l'état de l'art de la solution. On va voir en fait les différents composants de ce marché-là, avec tous les protocoles qui sont autour, qui sont susceptibles d'être gérés, les différents technos, aussi le monde de l'IoT privé, le monde de l'IoT public au niveau des réseaux. On va voir un peu la différence de tout ça. Donc, c'est un survol, on ne va pas rentrer à 100% dans les solutions techniques, mais ça vous permettra de voir toutes ces différentes technologies, et donc et voir les solutions que l'on pousse à ce niveau-là. Donc, le marché de l'IoT, en fait, est un marché très, très vaste. Donc, nous, on se focalise sur ce qu'on appelle industrial IoT, mais ça concerne beaucoup quand même de solutions. Donc, il y a des mots anglais. On a traduit en français une grande partie du document, mais on a gardé quelques mots anglais parce que c'est des mots qui sont communs maintenant. Donc, quand on parle de Smart City, Smart Industry, Smart Building, Smart Energy, c'est des mots connus dans le monde de l'IoT. En fait, c'est comment rendre intelligent quelque part, entre guillemets, tous ces processus industriels. Donc en gros, on va voir un peu plus loin, mais le monde de l'IoT est un monde d'objets communicants. Et ces objets, en fait, ont une spécificité, c'est c'est des objets qui doivent pas consommer beaucoup d'énergie, pouvoir être diffusés massivement, et donc avec une gestion de masse de toutes ces remontées de données. Donc la partie comment dire, gestion des données est très importante aussi. Donc ça concerne vraiment beaucoup de solutions. Donc par exemple dans le monde du transport, toute la gestion des parkings en mettant des capteurs qui rend donc savoir à l'avance où est-ce qu'il y a une place disponible, par exemple. Dans le monde de la gestion des villes, avec la gestion de l'éclairage, par exemple, c'est savoir quel lampadaire est allumé. Tous ces capteurs permettent de rendre vraiment intelligent les différents services. Donc, on va voir différents cas plus tard. On verra différents cas d'usage, mais dans le monde de la gestion de l'eau, dans le monde de la surveillance, de la sécurité, dans le monde de l'industrie, dans le monde des services électricité avec le smart grid. Donc, vous allez voir à la fin de la présentation, on a différents cas d'usage qui décrit un peu les différentes solutions, mais vous voyez bien que c'est un marché très, très vaste. Donc, je vais laisser la main à Julien parce qu'à partir de là, on va parler un peu plus technique et qui va vous expliquer les différentes technologies. Alors, comme l'a dit Emmanuel, on peut distinguer l'IoT en différents segments, ce qu'on appelle l'IoT de masse, ce qu'on appelle l'IoT haut débit, ce qu'on appelle l'IoT critique. Quand on parle d'IoT de masse, comme l'a dit Emmanuel, c'est surtout tout ce qui est à bas débit. Donc, qui dit bas débit dit théoriquement bas coût et faible consommation d'énergie. Donc là, l'idée, c'est des données très simples, relever un statut, mesurer, donner un ordre, ce genre de choses. Et là, c'est typiquement ce qui va coller à les technos qu'on appelle LP1, LP pour low power, pour les technos sans fil. Quand on parle d'IoT haut débit, ça peut être de la vidéosurveillance. Quand on parle d'IoT critique,
c'est encore un type d'IoT qui n'est pas encore très répandu et qui arrivera probablement avec la 5G. C'est tout ce qui est, c'est là où on attend de la fiabilité, de la latence très faible. C'est quand on parle de la 5G, par exemple, c'est là où on parle de voitures connectées, c'est là où on parle de santé à distance, c'est ce genre de choses. Mais quand on parle d'IoT de masse, on va se concentrer sur les prochains slides sur l'IoT de masse. Il y a plusieurs technos faisables. Donc, vous verrez souvent un terme qui reviendra souvent qui s'appelle LP1 pour Low Power One, qui est un type de techno sans fil. Slide suivant. Donc ça, c'est un petit slide qui résume un peu les technos sans fil disponibles sur le marché aujourd'hui. Alors, il y en a d'autres, il y a notamment la 5G qui va arriver, mais si on part du RFID à LoRa pour en gros la plus courte portée vers la plus longue portée. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais l'idée, c'est réellement de montrer que chaque techno a son cas d'usage. De la techno qui ne consommera pas du tout d'énergie, mais qui a très faible distance, comme les RFID, qu'on peut retrouver le RFID dans des guichets, dans des supermarchés, dans des gares, dans les aéroports, ce genre de choses. Le Zigbee, qui est une techno qui sert notamment à la domotique. Si vous faites de la domotique chez vous, le Zigbee est l'un des protocoles les plus répandus. Après, quand on parle de techno qui se rapproche plus du mobile, vous avez le LTEM, le NB-IoT, LoRa, Sigfox, ce genre de techno. Les grandes nuances entre ces technos, c'est vous avez LoRa et Sigfox qui sont des technos réellement orientés IoT de masse, c'est-à-dire connecter des objets qui consomment très peu d'énergie, qui ont une autonomie qui peut aller jusqu'à une dizaine d'années. Et vous avez LTEM et NB-IoT qui sont un peu entre l'IoT haut débit et cet IoT de masse où on pourra faire passer plus de débit. Par exemple, on peut faire passer de la voix, mais on ne pourra pas s'attendre à des coûts tels qu'on les retrouve aujourd'hui sur du LoRa, ou on ne pourra pas s'attendre à une consommation d'énergie telle qu'on la retrouve sur LoRa aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que l'IoT, ça se divise dans de nombreux cas d'usage, qui se sous-divisent après encore en de nombreux cas d'usage. Chacun a sa techno. Donc, quand on souhaite adresser le marché de l'IoT, c'est loin d'être simple. Parce qu'il faut avoir la techno qui répond à chacun de ses besoins. Donc, c'est un peu le but de ce webinaire, de montrer comment on peut adresser tous ces marchés. Donc, il y a vraiment chaque techno qui a son usage. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le LoRa dans les slides qui viennent, parce qu'on va voir que ça adresse une grande partie quand même des cas d'usage. Donc, je vais passer au slide suivant. Donc, quand on parle de LoRa, il y a, encore une fois, on peut le rediviser en plusieurs segments. On peut parler de réseau public ou de réseau privé. Quand on parle de réseau public, c'est les réseaux opérateurs. C'est comme vous avez un réseau mobile 4G ou vous avez un réseau LoRa. Donc, il y a des opérateurs en France qui font des réseaux LoRa. Certains certains font LoRa. Il y a aussi du Sigfox et certains opérateurs font aussi des réseaux LTEM, des réseaux NB-IoT. Le concept d'un réseau public, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que si vous avez un besoin de faire communiquer des objets et que vous souscrivez à ce genre d'offre, la plupart des opérateurs qui mettent en place ce genre d'offre ont ce qu'ils appellent un marketplace. Vous achetez l'objet, vous le recevez, vous l'allumez et tout se met en place. Tout est très simple d'utilisation. Donc, c'est vraiment le concept, cette notion de simplicité. C'est disponible tout de suite, ça marche très vite et il y a un écosystème complet. Donc, la plupart des opérateurs qui ont en place, qui proposent ce genre de service, ont des partenariats avec des fournisseurs d'objets, avec des fournisseurs d'applications tierces pour traiter les données qui sont justement remontées par ces objets. Donc, comme j'ai dit, le but, c'est de proposer une offre simple. On peut comparer ça à l'IoT privé, où c'est complémentaire en fait. L'IoT public et l'IoT privé sont plutôt des offres complémentaires, où là, il y a plusieurs composantes qui distinguent l'IoT public de l'IoT privé. La première, c'est la couverture. Une offre d'IoT public, vous avez la couverture du réseau. Si vous êtes hors de portée de ce réseau,
par exemple, vous pouvez envisager une offre d'IoT privée. Si les conditions dans lesquelles vous souhaitez faire de l'IoT sont difficiles, par exemple une centrale nucléaire, les ondes ne passeront pas à travers les murs, vous pouvez envisager une offre d'IoT privée. Une industrie aussi où les ondes radio, c'est pas optimal, vous pouvez envisager une offre d'IoT privée. Seconde raison, c'est la propriété des données et l'infrastructure. Dans une offre d'IoT publique, vous achetez le capteur à l'opérateur, les données sont traitées par l'opérateur et traitées par le partenariat avec l'opérateur. Si vous estimez que vos données sont sensibles, quelle que soit la raison, vous pouvez souscrire à une offre d'IoT privée où là, c'est votre propre infra. Donc, vous maîtrisez les données et aussi en termes de sécurité. Et la dernière raison, c'est plutôt pour des types d'architecture, on voit de plus en plus des besoins de traiter les données localement. Traiter les données localement, ça veut dire que, je vais donner quelques exemples, les données sont traitées directement sur le site où les capteurs sont. Par exemple, une industrie avec des capteurs sur une chaîne de production, s'il se passe quelque chose qui ne va pas et que peut-être que ça peut jouer à la milliseconde et que vous ne voulez pas que la donnée aille dans un cloud pour ensuite être traitée, pour ensuite que les ordres reviennent vers le site, donc vous pouvez très bien traiter la donnée en local. Donc ça aussi, c'est des raisons qui peuvent faire passer à de l'IoT privé. Et l'un des autres avantages de l'IoT privé, c'est la complémentarité. Parce que là, on est sur un slide qui parle essentiellement de LoRa. C'est ce qu'on va voir dans les slides d'après. Il y a énormément de techno pour faire de l'IoT sur le marché. Parce que finalement, IoT, ça veut juste dire un objet qui communique. Donc, une caméra communique. Donc, une caméra fait de l'IoT. Donc, si vous avez certes des capteurs à connecter en LoRa, mais vous avez aussi un LAN, de la vidéosurveillance, de l'IoT filaire, on parlera de ce que c'est de l'IoT filaire tout à l'heure, qui est là depuis un certain temps, ben vous pouvez tout mutualiser sur une même offre d'IoT privé. Slide suivant. Donc, vraiment, l'idée, quand on parle d'IoT public et d'IoT privé, c'est répondre à deux besoins différents. Le premier, qui est l'IoT public, on va dire des cas d'utilisation simples, même si simple n'est peut-être pas le meilleur mot, mais c'est vraiment pour un service clé en main. C'est-à-dire que vous avez une couverture nationale, vous achetez votre capteur sur le marketplace, vous l'installez et ça fonctionne. Par opposition à ça, vous avez l'IoT privé, comme j'ai dit, où là, on est sur des cas plus compliqués, où on peut mélanger des technos, où on peut faire des choses plus élaborées. Donc, c'est réellement en tant que société qui a besoin de mesurer, d'avoir des objets communicants, il y a réellement ce raisonnement à avoir pour dire qu'est-ce que j'ai besoin de faire, comment je souhaite de le faire pour savoir qu'est-ce qui répond à mon besoin. Donc, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'IoT privé, l'IoT public étant géré par les opérateurs de télécommunications qui font des offres mobiles. Quelques mots maintenant sur l'IoT filaire. Alors, quand on parle d'IoT, en général, on estime que c'est un terme assez récent qui va pas mal avec le sans fil, qui arrive pas mal avec les technos comme LoRa, qui arrive pas mal avec la 5G, alors que c'est un concept qui existe depuis des décennies et des décennies. C'est qu'en fait, depuis, ça doit dater des années 70, ou si je dis pas de bêtises, ou plus, quand on parle de smart industry, quand on parle de smart building, quand on parle de utilities, que ce soit du gaz, de l'eau, de l'électricité, il y a déjà de l'IoT dans tous ces domaines depuis des dizaines et des dizaines d'années. Par exemple, quand on parle d'industrie, sur une chaîne de production, il y a déjà des capteurs qui mesurent si les machines fonctionnent bien, il y a de la maintenance prédictive. Si on parle de smart building, tout ce qui est la gestion des ascenseurs, tout ce qui est chauffage, climatisation, ventilation, tout ça, il y a déjà des capteurs dans un bâtiment d'entreprise, par exemple, pour mesurer tout ça ou pour envoyer des ordres. Quand on parle de stations électriques, en France, il n'y a pas beaucoup de sociétés. Il y a EDF, Enedis, RTE. Dans toutes ces stations électriques, vous avez déjà des capteurs pour gérer l'électricité, pour envoyer des ordres. Et c'est un univers très compliqué parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de protocoles. Pour un même besoin en France ou aux États-Unis, on ne va pas utiliser le même protocole.
pour faire à peu près la même chose, mais l'un dans une station électrique, l'autre dans une industrie, on va de nouveau pas utiliser le même protocole, parce que chacun est plus ou moins répandu par un peu domaine d'activité. Donc, par exemple, dans l'industrie, le protocole le plus courant, c'est du Modbus. Dans les bâtiments, l'un des protocoles le plus courant, il s'appelle BACnet. Dans les utilities, l'un des protocoles le plus courant, c'est un nom un peu complexe, il s'appelle IEC 60870-5. Alors, tout en sachant qu'historiquement, tous ces protocoles étaient sur interface série ou analogique. Donc, par exemple, IEC 60870-5, et il y avait encore -101 pour sa version analogique. Et depuis quelques années, voire une dizaine d'années, ces protocoles évoluent vers des réseaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils passent d'interface série à des interfaces Ethernet IP. Donc, il y a une version Modbus série, il y a une version Modbus Ethernet. BACnet, c'est pareil. IEC 60870-5, avant c'était -101, si vous voulez la version Ethernet, c'est -104. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de projets de migration aujourd'hui avec beaucoup de sociétés qui ont en place ce genre de capteurs dans les industries, dans les bâtiments, dans les utilities, mais qui vont migrer l'intelligence, par exemple, tout ça se sont utilisés dans les systèmes SCADA, vont migrer vers des systèmes plus modernes. Donc, si moi, en tant que société, j'ai 1000 capteurs répartis sur mes sites et que je migre mon intelligence dans le cloud vers un système moderne, ça veut dire que mes 1000 capteurs ne servent plus à rien sur le terrain. Donc, il y a énormément de projets de migration et il faut des équipements pour convertir tout ça. Donc, vous allez avoir des équipements qui vont permettre de convertir du Modbus série en Modbus Ethernet, de l'IEC 60870-5-101 en -104. Il y a aussi, si on parle de technologie sans fil, il y a un protocole qui est très répandu qui s'appelle MQTT, qui est le protocole aujourd'hui le plus répandu pour échanger des données avec les capteurs que vous pouvez acheter aujourd'hui sur un marketplace. Donc, vous pouvez aussi quelqu'un qui a des capteurs pour ses besoins propres peut très bien se dire, moi, mon système, je vais le migrer vers du MQTT. Parce que demain, plutôt que de connecter des capteurs filaires, je vais connecter des capteurs LoRa. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je n'ai pas besoin de m'occuper de toute l'infra que ça nécessite. Mais mes 1000 capteurs qui sont sur le terrain, j'ai besoin qu'ils soient toujours compatibles. Donc, il va aussi falloir avoir une intelligence quelque part dans le réseau pour me dire, là, mon Modbus série, je veux me le traduire en MQTT pour que ce soit compatible avec maintenant mon intelligence dans le cloud qui sera MQTT. On passe au slide suivant. C'est aussi pour introduire un concept. C'est un mot qu'on entend beaucoup, l'industrie 4.0. En général, quand on parle d'IoT, il y a souvent le terme industrie 4.0 qui vient. Ce terme industrie 4.0, c'est un terme qui a été défini par le gouvernement allemand, qui ont défini industrie 1, 2, 3, 4.0. Il y a différentes composantes dans l'industrie 4.0. Pour le résumer en quelques mots, l'idée de l'industrie 4.0, c'est de dire que les machines peuvent communiquer directement entre elles sans passer par un homme. Et le fait de communiquer directement entre elles, elles peuvent collecter des données, elles peuvent prendre des décisions, voire assister l'homme au mieux pour que lui prenne des décisions. Mais l'idée, c'est qu'elles puissent prendre des décisions tout seules et faire des tâches de façon autonome. C'est par exemple, si telle machine est dans tel état, telle autre machine va prendre telle autre décision, telle autre machine va faire cela. L'idée, c'est d'automatiser d'automatiser au maximum tout ça. C'est un peu ça le terme qui se cache derrière Industrie 4.0. Donc, slide suivant. Comment on fait tout ça? Finalement, ça s'applique à l'Industrie 4.0, mais ça s'applique un peu à tous les domaines. Il y a différentes composantes à mettre en place pour faire tout ça. Ça se fait pas tout seul. D'abord, il y a les objets que vous voyez sur la gauche de l'écran. Ces objets ont besoin de communiquer et d'envoyer des données. Donc, il va y avoir une passerelle. Cette passerelle, elle va faire toute la partie networking pour envoyer les données là où elles sont traitées. Là où les données sont traitées, vous avez tout ce qui est application analytics. C'est là où vous allez faire des statistiques, collecter des données pour dire qu'est-ce que je fais de cette donnée. Est-ce que une action doit résulter de la donnée que je viens de collecter ou ce genre de choses. Donc ça, en général, vous avez
des acteurs sur le marché de cloud qui font ça, qui sont connus pour ça. Vous avez Amazon, vous avez Azure, vous avez Google, vous avez tout plein d'acteurs SCADA. Donc toute cette prise de décision, elle peut très bien être faite dans un cloud, comme elle peut très bien être faite au plus près du capteur, pour les raisons qu'on a citées précédemment. Faire tout ça, ça implique aussi une grosse couche de sécurité, parce qu'en général, toutes ces données, on n'a pas envie qu'elles soient interprétées par quelqu'un d'extérieur à la société. Donc, en général, quand on parle d'IoT aujourd'hui, l'une des plus grosses composantes, c'est la sécurité. Et il y a aussi une grosse couche d'intégration. L'idée, un peu toute cette partie-là de l'état de l'art, c'était de vous montrer un peu ce qui se cache derrière le terme IoT. Et on voit qu'il y a des dizaines de cas d'usage différents. Chacun a une techno différente, chacun a un protocole différent. Donc en fait, quand moi j'ai mon industrie et que je veux faire en sorte de l'automatiser un maximum, j'aurais peut-être mis des capteurs il y a 30 ans qui ont un protocole X. J'aurais peut-être mis des capteurs il y a 15 ans qui ont un protocole Y. Je vais peut-être mettre des capteurs aujourd'hui qui sont en LoRa. Je vais peut-être mettre à jour mon intelligence principale qui va traiter toutes ces données aujourd'hui, qui ne va pas parler le langage de tous ces capteurs. Donc tout ça, ça demande une très grosse intégration. Parce qu'il va falloir trouver un moyen pour que tous ces protocoles puissent être compris et puissent être envoyés d'un point A à un point B. Donc voilà, pour un peu résumer avant de passer à la partie passerelle RAD, pour conclure sur la partie précédente, on voit qu'il y a différents types d'IoT. Il y a l'IoT qu'on appelle de masse, qui est celui dont on parle le plus aujourd'hui, parce que qui est le plus récent, avec des technos tels que LoRa, où en gros c'est le capteur. Il y a l'IoT critique qui va arriver. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de technologies. Donc en tant qu'acteur sur ce marché, si vous voulez adresser ce marché, il y a plusieurs solutions. Il y a où vous avez un focus sur une techno. Donc, par exemple, vous ne faites que du LoRa, donc vous proposez des passerelles LoRa, vous faites des réseaux LoRa, ou alors vous ne faites que du SCADA avec des technos filaires, vous proposez du Modbus ou ce genre de choses. Où il y a une autre alternative, c'est d'adresser le plus, d'avoir comment dire, de pouvoir adresser le plus largement possible ce marché. Et c'est un peu l'approche de RAD sur le sujet, avec une passerelle universelle. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, je ne vais pas détailler tous les termes qui sont sur le slide. On va être assez rapide sur la partie passerelle RAD. Réellement, le but du webinaire aujourd'hui, c'est un peu de survoler ce marché et de vous montrer comment RAD l'adresse. Après, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à les poser, ou si vous souhaitez avoir des détails techniques sur un sujet X ou Y, n'hésitez pas, on peut également en discuter. Mais donc je ne vais pas rentrer en détail sur tout ce que fait la passerelle RAD qui s'appelle le SecFlow. C'est une gamme de produits qui s'appelle le SecFlow. Mais l'idée, c'est réellement d'avoir un produit qui permet de répondre à la grande majorité des besoins IoT d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un client qui demande à raccorder des capteurs en Modbus, vous lui mettrez la même machine qu'un client qui demande à faire du LoRa. Ou on mettra la même machine qu'un client qui souhaite à faire de la vidéosurveillance avec autre chose. Et autre avantage, ça permet aussi, c'est pour ça qu'on appelle ça une plateforme multiservice, ça permet aussi de mutualiser différentes technologies ensemble. Et c'est ce qu'on va voir dans les cas d'usage, ce sont des cas très fréquents. Il y a énormément de projets aujourd'hui où les clients passent d'une techno à une autre et aujourd'hui, une des solutions, c'est d'avoir deux infrastructures en double. Une infrastructure par techno, ce qui est très lourd. Donc, c'est aussi pour adresser ce genre de choses qu'on a développé cette plateforme depuis quelques années. Donc, en quelques mots, ce que vous voyez sur le slide, en termes d'interface, c'est un équipement qui peut vous proposer côté WAN, de la fibre ou du LTE, jusqu'à deux liens LTE. Côté LAN, de l'Ethernet avec potentiellement du PoE, du Wi-Fi, du LoRa.
Côté protocole, il y a un routeur embarqué, il y a un firewall embarqué, il y a un firewall SCADA. Il y a une possibilité de faire de la conversion de protocole SCADA. C'est l'exemple que j'avais cité tout à l'heure. Si vous avez un cas d'usage avec du Modbus série qui va passer en Modbus Ethernet, il faut une intelligence quelque part qui puisse prendre l'information en Modbus série et la traduire en Modbus Ethernet. Donc ça, c'est quelque chose qui est supporté également par cette machine. En termes de sécurité, il y a tous les protocoles du marché pour faire des VPN, de l'IPsec, de l'OpenVPN, ce genre de choses. Et dernière chose qu'on va voir un peu plus dans les détails, il y a aussi, et c'est une très grosse valeur ajoutée, la possibilité de mettre vos propres containers. Et ça, on va en discuter plus dans les détails tout à l'heure. Donc, quand on parle de SecFlow, finalement, c'est pas un produit, c'est plus une famille de produits où en fait il y a des options. Donc, on prend l'option qui répond à nos besoins. Ces options sont disponibles suivant différents types de châssis. Alors, les E1, E2, E5, E3, c'est la nomenclature NEMA, qui est une nomenclature nord-américaine. C'est en gros une nomenclature pour dire mon châssis est résistant aux gouttes d'eau, à la poussière, à telle température ou ce genre de choses. Donc il y a plusieurs SecFlow. Il y a ce qu'on appelle les SecFlow 1V, les SecFlow 1P, sachant que le SecFlow 1P est le petit frère du 1V, donc c'est la gamme plus simple pour les besoins plus simples. Et le 1V est vraiment le couteau suisse avec un peu toutes les interfaces possibles, qui existe en version à la fois indoor ou en version avec un cabinet pour aller à l'extérieur. Un slide qui résume un peu tout ça. Oups, pardon. Donc, quand on parle pour résumer un peu tout ce qu'on a dit jusque maintenant, là, si vous voyez sur le dessin, au milieu, vous avez le SecFlow 1V, qui est connecté à des objets filaires, tels qu'ils existent depuis des décennies. Par exemple, ils sont connectés à des RTU, des PLC, et par-dessus, il y a du Modbus ou je ne sais quel protocole. Donc, vous pouvez raccorder le SecFlow 1V qui va, par exemple, traduire ça en Modbus Ethernet et l'envoyer sur le réseau pour que la donnée soit traitée. Mais si, en parallèle, vous avez également, pour une raison X ou Y, de la vidéosurveillance à connecter, vous avez du Wi-Fi pour des employés qui sont dans le bâtiment depuis leur téléphone ou leur tablette. Vous avez des PC à connecter. Vous avez également, sur le même équipement, vous avez également des ports disponibles avec potentiellement du PoE. Si en plus de ça, maintenant que, je prends toujours l'exemple de l'industrie, maintenant que vous agrandissez votre chaîne de production, aujourd'hui, ou alors votre chaîne de production existante, vous voulez lui rajouter tel capteur, collecter telle information qui n'était pas prévue à la base, vous pouvez très bien le faire en LoRa. Donc vous rajoutez des capteurs LoRa. Ces capteurs seront traités par la même machine, par le même SecFlow 1V qui pourra traiter tous les types d'équipements en même temps. C'est là son avantage principal. Et collecter les données et les envoyer là où elles sont traitées. Par-dessus ça, comme on l'a dit, il y a 2 liens LTE possibles, il y a un routeur embarqué, il y a un firewall embarqué et il y a des capacités de computing à l'intérieur de la machine pour mettre des containers. Donc, si on passe au slide d'après, pour donner quelques exemples concrets d'applications. Donc, l'idée des containers, c'est l'idée du SecFlow, le but du SecFlow, c'est réellement d'avoir une machine unique, une machine multifonction unique pour répondre à tous les cas d'usage. Donc, si jamais il y a un cas d'usage qui n'était pas supporté par le logiciel pour une raison X ou Y, vous avez toujours la partie container pour rajouter cette fonction. Par exemple, quand on a un SecFlow avec l'interface LoRa, l'option LoRa, on peut très bien mettre dans un container le logiciel Activity. Pour ceux qui ne connaissent pas Activity, c'est le fournisseur majeur de solutions logicielles LoRa dans le monde aujourd'hui. On peut aussi mettre de Chirpstark, qui est l'un des plus connus en version open source. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, en protocole de conversion, le logiciel RAD en supporte quelques-uns. Si vous avez un cas d'usage très particulier, très compliqué, il y a des acteurs spécialistes du marché, comme Calkitech, comme Inductive Automation. Donc, ils ont aussi des containers que vous pouvez mettre sur un SecFlow 1V
Et du coup, en fait, en quelque sorte, c'est une forme de boost. Vous pouvez rajouter des fonctionnalités qui n'existaient pas. Pour de la sécurité, vous pouvez mettre du Fortinet. Pour de la vidéosurveillance, il y a des sociétés telles que Shinobi qui sont connues pour faire de la vidéosurveillance, c'est de l'open source, je crois, Shinobi, ou autres solutions, et qu'on a aussi avec certains de nos clients. On a encore deux autres cas d'usage. On a un cas d'usage où des clients qui ont fait leur propre logiciel, qui ont des besoins très spécifiques dans le milieu du nucléaire, dans le milieu de l'industrie, de traiter leurs données de façon très spécifique et qui ont développé leur propre logiciel. Dans ce cas-là, ils installent leur propre logiciel sur nos équipements. Ou un autre exemple qui existe, c'est RAD qui développe des fonctionnalités particulières pour des clients, et on va le voir dans les exemples de cas d'usage tout à l'heure, pour répondre à leurs besoins. Donc réellement, le but de cette partie Edge Computing, c'est d'avoir une seule boîte, donc d'avoir le maximum de fonctionnalités possibles dans une boîte pour que cette même boîte réponde le plus possible aux besoins qui existent sur le terrain. Donc, il y a vraiment une infinité de cas d'usage. On pourra en parler plus longuement si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'était ça pour la partie SecFlow. Donc, encore une fois, si on n'est pas rentré dans les détails et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra rentrer dans les détails. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur des exemples de cas d'utilisation. Quelques mots avant de passer au prochain slide. Les exemples que vous allez voir sont tous des exemples concrets, c'est-à-dire que c'est des vrais projets chez RAD, ce sont des vrais cas d'usage qui existent réellement, à des niveaux d'avancement différents. Certains sont des POC, certains sont déployés et tournent depuis un moment, mais ce sont tous de vrais projets. Donc, si on passe au premier, on va commencer par la Smart City. Celui-là, c'est un projet qui est aux États-Unis. Pour la plupart de ces cas d'usage, vous allez voir que le SecFlow a été choisi souvent pour la même raison, c'est pour la multitude d'interfaces. Donc, souvent, quand on a un projet pour faire de l'IoT, il y a quelque chose qui va déclencher le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un instant T, et là pour cet exemple-là, par exemple, c'est les caméras ANPR et les panneaux d'affichage pour la circulation. Les caméras ANPR, c'est la technologie qui permet de lire les plaques d'immatriculation. Donc, c'est les caméras qui permettent de lire les plaques d'immatriculation. Donc, ça se passe un peu souvent de la même manière. Là, aujourd'hui, j'ai un projet pour mes caméras, pour mes panneaux d'affichage. Tout ça, c'est pour réguler ma circulation, ou enfin, mieux gérer ma circulation en tant que ville. Mais je sais que demain, je voudrais faire du trafic intelligent, c'est-à-dire mieux gérer mes feux, mieux gérer mon éclairage en fonction du passage des voitures la nuit. Je voudrais faire du parking intelligent, comme on commence à le voir dans les centres commerciaux en France. Je voudrais faire tout ça demain. Donc, ce que moi, j'installe aujourd'hui, sachant que j'ai ces besoins-là demain, j'aimerais bien réutiliser la même infrastructure. Je ne veux pas, moi, dans 5 ans, me dire « Ah bah maintenant, je vais rajouter ça. Ce que j'ai fait il y a 5 ans pour mes caméras, mes panneaux d'affichage va devenir obsolète. Il faut que je refasse une infra. » Et c'est souvent ça le cas d'usage du SecFlow, c'est la multitude d'interfaces. On sait qu'on fait quelque chose aujourd'hui, mais que demain on fera autre chose, on ne saura pas avec quelle techno. Si ce sera du filaire, si ce sera du LoRa, si je ne voudrais pas rajouter des bornes Wi-Fi ou je ne sais quoi. Donc c'est cette multitude d'interfaces qui fait que le SecFlow AV est utilisé. Donc dans cet exemple, c'est des SecFlow AV qui sont raccordés pour réguler la circulation et qui sont raccordés au réseau en fibre avec backup LTE. Donc si on passe à l'exemple d'après. L'exemple d'après, c'est en Israël. C'est plus pour, c'est toujours de la Smart City, mais c'est pas pour la circulation, c'est plus pour, on va dire, de la sécurité. Donc le projet initialement a été déclenché avec des caméras PTZ. Les caméras PTZ, c'est les caméras qui permettent de zoomer et de suivre en fonction d'un mouvement. Donc elles vont détecter un mouvement et elles vont pouvoir suivre ce mouvement et zoomer dessus. Donc c'est les caméras de vidéosurveillance qu'on trouve dans les villes et également en France. Donc ici, dans ce cas d'usage,
Pourquoi le SecFlow AV? C'est pour deux raisons. Le fait qu'il y ait deux liens LTE, là il n'y a aucun lien fibre qui est raccordé au réseau. Ce sont deux liens LTE avec deux opérateurs différents pour se raccorder au réseau. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la capacité de edge computing du SecFlow AV. Pourquoi c'est important? Parce que le lien LTE, il y a un paiement à la consommation. En général, vous avez un forfait 10 gigas, 20 gigas, 100 gigas ou quel que soit. Donc, quand on parle de vidéosurveillance, plus vous allez envoyer de la vidéo sur le réseau, plus vous allez consommer des données et plus ça va vous coûter cher au final. Donc, il est intéressant d'avoir une capacité, une intelligence locale, donc là concrètement dans le SecFlow AV, pour traiter cette vidéo et l'analyser. Donc là, dans le SecFlow, il y a un logiciel de NVR donc qui enregistre la vidéo et qui fait la première analyse. Et du coup, il y a seulement les images ou les séquences vidéo importantes sont envoyées sur le réseau. Donc voilà pour ce deuxième cas d'usage. Si je passe au troisième cas d'usage, c'est un cas d'usage très particulier et qui était lié à l'actualité et très récent, parce qu'il est lié à l'actualité 2019, je crois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Australie, ça doit faire 2 ans, il y a eu énormément d'incendies dans les forêts australiennes. C'était aux infos pendant quelques semaines. Et suite à ça, des départements australiens ont lancé un grand projet pour la détection d'incendies dans les forêts. Et le SecFlow AV a été retenu dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'ils installent des SecFlow AV tous les X kilomètres et qui sont raccordés au réseau mobile là où il y a leur réseau mobile. Et ces SecFlow AV qui ont une portée d'une dizaine de kilomètres en LoRa permettent d'étendre d'une dizaine de kilomètres. En fait, il faut bien les positionner, ces SecFlow AV en LTE par rapport à la couverture mobile et par rapport à la zone de forêt que l'on souhaite regarder. Après, vous avez les capteurs LoRa, des capteurs d'émission de CO2, des capteurs de vent, des capteurs de température. Et le but, c'est d'avoir des capteurs un peu partout dans la forêt, de connecter de ces données et de savoir anticiper les départs de feu. Donc, ils ont mis ce projet en place suite à ces incendies pour pouvoir mieux anticiper les départs de feu et suivant les données qui remontent, pouvoir réagir plus vite pour essayer d'éteindre un feu quand il en a encore qu'à ses débuts. Donc, ça c'est pas quelque chose qui s'applique dans toutes les régions de France, mais dans le sud, par exemple, ça peut être c'est pertinent. On passe au cas d'usage suivant, qui est un cas d'usage, si je ne me trompe pas, au Royaume-Uni, ça doit être l'Angleterre, où là c'est les châteaux d'eau. Il faut savoir que la plupart des châteaux d'eau aujourd'hui ont déjà de l'IoT, y compris en France. Souvent de l'IoT filaire, donc vous pouvez avoir un détecteur de niveau, vous pouvez avoir un détecteur de la qualité de l'eau, un détecteur qui va regarder s'il y a des fuites, vous pouvez avoir quelque chose qui va déclencher une pompe pour prendre de l'eau ou pas, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des choses qui existent déjà et qui sont pour la plupart du temps sur des technos filaires, les technos qu'on a vus tout à l'heure. Ça peut être du Modbus, ça peut être du. Enfin, on va pas revenir sur le sujet. Et donc ce projet, les SecFlow AV équipent maintenant les châteaux d'eau pour une société en Angleterre, pour différentes raisons. Parce que l'intelligence qui est dans un cloud, qui traite toutes ces données, a évolué vers une techno moderne. Donc toutes ces technos filaires qui sont là depuis des dizaines d'années étaient obsolètes sans les migrer. Donc plutôt que de les migrer, la passerelle qui a été mise dans chacun des châteaux d'eau, elle va avoir une intelligence pour convertir. Donc vous avez tous les capteurs existants vont pouvoir toujours communiquer avec l'intelligence. On va avoir une convertition de protocole SCADA. Et le deuxième point, c'est aussi de pouvoir se dire que si demain il y a un capteur à remplacer, il y a un nouveau capteur à mettre en place, eh bien on peut le faire en LoRa. On n'a plus besoin de s'embêter avec du filaire et avec du filaire. Donc on peut très bien le faire en LoRa. Donc c'est pour ces raisons que le SecFlow AV a été choisi.
Autre cas d'usage qui est, si je ne me trompe pas, en Allemagne, qui est un cas d'usage très classique dans les stations électriques. Un peu le même concept que le slide d'avant. Il y a eu une modernisation de l'infrastructure d'une société d'électricité en Allemagne, où le SCADA est passé de 60 870-5-101 à 60 870-5-104, c'est ce que vous voyez sur la partie droite du dessin. Mais sachant que dans toutes les stations électriques sur le terrain, les capteurs restent en tiré 101. Donc il faut aussi une intelligence pour pouvoir convertir ce 101 vers 104. Donc le SecFlow 1V a cette intelligence pour convertir le 101 vers le 104. Le SecFlow 1V a également un firewall SCADA embarqué. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi utilisé ça pour faire un backup LTE. Et ils se sont également dit, c'est pas plus mal d'avoir un équipement qui fait de l'edge computing, parce qu'on ne sait pas où on sera dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être qu'il y aura des usages qui passeront plus avec du MQTT qu'avec tel autre protocole. Donc, l'edge computing, c'est un peu une roue de secours qu'on a dans le coffre qui nous permet de nous dire, OK, si demain il y a une évolution, on saura faire. L'infrastructure qu'on met en place aujourd'hui, elle permettra de répondre à l'évolution de demain, même si on n'est pas encore certain de l'évolution de demain. Suivant. Alors, le slide suivant est un cas très, très, très particulier. C'est également en Angleterre. C'est un client qui a, je crois que c'est une industrie, qui a beaucoup de sites avec des RTU qui fonctionnent, si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'est du Modbus, qui fonctionnent avec un protocole type SCADA. Et historiquement, ça passait sur les lignes RTC avec des modems analogiques. Et en fait, quand vous avez l'information qui arrivait du capteur à gauche et qui devait aller à droite pour être traitée, le modèle analogique, il transportait ça via des commandes AT. Alors, les commandes AT, c'est pas tout jeune. Je suis pas sûr que ça parle aux plus jeunes d'entre nous. Donc en Angleterre, le réseau RTC ferme. Donc, il va falloir trouver une alternative à ce mode de fonctionnement. Donc, plutôt que de tout changer, ce qui a été fait avec ce client, c'est que on a gardé les mêmes intelligences aussi bien côté site central que côté terrain. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes protocoles qui discutent, sauf qu'au lieu d'arriver sur un modem analogique qui, lui, historiquement, traitait ça avec des commandes AT, ce qu'on a fait, c'est que dans le SecFlow 1V, on a développé un logiciel. Alors, le client a sous-traité cette activité à RAD. Donc, c'est RAD qui a développé un logiciel pour interpréter le langage qui était un peu propriétaire finalement, qui était propre à ce cas d'usage. Donc, on a développé un logiciel pour interpréter ce langage qui fonctionnait avec les commandes AT et pour pouvoir le transporter sur les réseaux d'aujourd'hui et pour pouvoir le rebasculer tel quel de l'autre côté. Donc, finalement, le client n'a pas eu besoin de toucher à son infrastructure aussi bien sur son terrain que sur ses sites principaux. C'est juste le milieu qui a été remplacé, puisque le réseau RTC disparaît, et ça a été fait de manière transparente pour lui, via cette intelligence qui a été développée et qui a été installée sur un SecFlow. Cas d'usage suivant, qui est un cas d'usage d'industrie. C'est un cas d'usage, je me demande s'il n'est pas en France. C'est un cas d'usage très simple, c'est des besoins industriels ou des industries qui souhaitaient mieux automatiser des chaînes de production, faire de la maintenance prédictive, qui souhaitaient aussi sécuriser des accès. En gros, ils avaient des chaînes de production mais qui n'étaient pas équipées en IoT tel qu'ils l'aimeraient. Donc, plutôt que de redéployer des technofilaires telles qu'elles existent depuis longtemps, ils ont préféré tout faire en LoRa. Donc, le SecFlow 1V sert à ça, via sa passerelle LoRa. Et le deuxième point, c'était l'edge computing. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, ils souhaitaient que les décisions soient prises localement. Ils ne souhaitaient pas retourner dans un cloud
pour interpréter la donnée, la traiter et renvoyer à chacun des sites, à chacune des chaînes de production, l'information de ce qu'il faut faire en fonction de cette donnée traitée. Donc, je préfère que l'information soit traitée localement pour que ce soit le plus rapide possible. Donc, l'edge computing dans le Secflow AV a permis ça. Et là, c'est un exemple qu'on a cité tout à l'heure où le logiciel qui a été installé dans le Secflow AV, c'est le logiciel du client. Donc, c'est le client qui fait ça en toute autonomie et qui installe son propre logiciel et qui gère ces données lui-même. Dernier point aussi, je crois qu'ils utilisent, alors c'était pas le déclencheur du projet, mais comme le Secflow AV avait des ports PoE, ils utilisent ça aussi pour raccorder des caméras. Dernier exemple qui est avec le Secflow 1P, je crois, et pas le Secflow 1V, qui est aux États-Unis. C'est un intégrateur pour la gestion de son parc de routeurs. Donc, c'est un intégrateur qui gère, qui a des offres de connectivité aux États-Unis et donc qui gère un parc de routeurs sur les sites de ses clients finaux et qui, en cas de problème de gestion sur les routeurs, la gestion se fait ce qu'on appelle en in-band. Donc, s'il y a un problème de fibre optique ou de quoi que ce soit, il perd la main sur le routeur. Donc, ils ont installé un Secflow en plus, un P, sur chacun des sites de ses clients qui est raccordé sur le port console des routeurs. Et en fait, il y a une intelligence pour convertir la session du port série, les ports console sont des ports série, la session du port série en session TCP et d'envoyer ça sur le LTE. Ce qui fait que même s'il y a un problème sur une ligne DSL, sur une ligne optique et que le site n'est plus disponible, l'intégrateur souhaitait toujours avoir la main sur les équipements finaux pour mieux diagnostiquer le problème, pour éviter des déplacements. Chaque déplacement a un coût. Pour réinitialiser l'équipement, si jamais c'est l'équipement qui a un problème, faire un reboot de l'équipement par exemple. Donc toujours garder la main sur cet équipement via cette interface LTE qui permet d'avoir la main sur tous les routeurs Cisco. Donc voilà un peu pour des cas d'usage concrets, des projets qui existent aujourd'hui là-dessus. Je vais rendre la main à Emmanuel pour la conclusion. Oui, mais j'espère que tous ces cas d'usage sont parlants. Ils peuvent être appliqués en France. Par exemple, la fin du RTC, en France aussi, Orange a prévu la fin du RTC, la gestion des routeurs distants. Je pense que beaucoup d'intégrateurs ont cette problématique-là. Donc, on a essayé de trouver des cas d'usage réels et qui peuvent s'adapter aux clients français. La complexité, c'est qu'il y a peut-être eu beaucoup d'informations, parce qu'il y a quand même c'est un peu pour moi la conclusion de ce webinaire, c'est que le marché de l'IoT, c'est une multitude de cas d'usage différents, et cette multitude de cas d'usage crée une multitude de protocoles, une multitude d'interfaces, une multitude de plein de choses. Et donc, c'est la force de notre solution, hein, qui est une solution qui, tout en étant sécurisée, permet de s'adapter à ces multi-cas d'usage liés au nombre d'interfaces gérées, au type de protocole géré, et de pouvoir s'adapter à tout cas d'utilisation. Donc, on est chez RAD, on est petit, c'est un petit constructeur dans le monde, mais par contre, on essaie de s'adapter au mieux. Et c'est pour ça qu'on a chez nous, on fait tout à la maison. Toute l'innovation est faite à la maison et on a réussi à survivre 40 ans. On espère survivre encore un peu plus longtemps. On a une présence mondiale et via nos partenaires comme Connect Data, on essaye au mieux de pouvoir supporter nos clients. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Connect Data si vous avez des projets. On sera derrière eux et pour pouvoir travailler ensemble et aller jusqu'au bout du projet. On espère en avoir et le marché de l'IoT, l'industrie de l'IoT est un marché qui est assez récent, mais qui on a vu qu'il y a un marché aussi qui est ancien dans le monde du filaire et donc toutes ces solutions existent et sont en train de bouger et on espère faire partie de ces projets. Donc voilà. On est juste comme il faut, je pense. Merci. On va laisser la conclusion à Connect Data, à Laurent Monet. Voilà, Laurent, je te laisse reprendre la main.
Merci Emmanuel, merci Julien. Donc on voit en effet qu'on est sur un marché sur un marché en devenir, sur un marché complexe. On a avec RAD une solution originale et une solution qui permet en effet de traiter une multitude de projets différents. On a la chance d'avoir un support avant-vente qui parle français. On a la chance d'avoir une représentation de RAD en France. Donc bon, il faut vraiment qu'on en profite. Hein. C'est un marché qui est nouveau pour nous aussi, mais on pense qu'il va y avoir de nombreuses opportunités à l'avenir et on est là avec RAD pour vous accompagner. Donc on va arrêter ce webinaire. Je remercie tous les gens qui ont pu y participer et nous pourrons vous transmettre pour ceux qui le souhaitent les slides de ce webinaire. Il faut vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux. Donc merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.